Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Heureux de vous retrouver dans notre émission hebdomadaire, l'émission Arc-en-Ciel. Une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc et aussi à mettre en valeur les atouts d'un Maroc propre, d'un Maroc nouveau ici en Rhône-Alpes. Tout ça, bien sûr, en respectant l'actualité, puisque l'actualité oblige. Notre émission aujourd'hui sera une émission composée de 3 grandes interventions, de grande qualité et de notoriété. Nous sommes avec un patriote, moi je le dis et je le dis à haute voix, un patriote de cœur, un patriote d'action, un patriote qui a tout fait pour la promotion du royaume du Maroc depuis un certain temps et qui a aussi donné ça à ses enfants. Nous sommes, mesdames et messieurs, avec notre ami Michael Kurtli. Bonjour Michael. Et bonjour et merci pour la belle introduction. Ce n'est que la vérité et ne fait pas rougir. La vérité, c'est la vérité. Un homme comme vous, fierté pour le royaume du Maroc. Et en tant que Marocain, je pèse mes mots. Bienvenue, Michael Kurtli, dans l'émission Arc-en-Ciel, votre émission et un partenaire de taille par rapport à tout ce qu'on est en train de faire et des conseils de très haut niveau et de très, très, très grande qualité. Comme vous le savez, donc, je crois que vous avez un petit peu suivi l'émission. L'émission, il est dédié un petit peu d'étudier un certain nombre de points du bâti intelligent jusqu'à la COP 21 avec une projection de la COP 22 et son enjeu. Mais maintenant, je m'adresse à une personne qui a une vision globale, une vision que le temps et l'histoire l'a donné raison. Et ça, c'est important. Et ça, je le dis et je pèse mes mots. Un homme qui a vécu plusieurs épisodes dans la vie du Royaume du Maroc et qui a dit vrai depuis toujours et continue à le dire. Nous sommes dans une période, Michael, qui est un peu difficile. Une période d'attentats, par-ci, par-là, en Europe, aux États-Unis, en Afrique et même en Asie. La question principale, c'est que cette atmosphère qui est pesante, qui est dure, et cette volonté aussi politique des décideurs et de cette société civile qui est fragilisée, et dans une journée qui n'est pas le moindre, c'est la journée des élections régionales en France. On est dans une cocotte minute, j'ose dire, avec un grand nombre d'ingrédients et qui risque de ne pas faire bon ménage. Qu'est-ce que vous inspire-t-il ? Je vois déjà que nous sommes rentrés depuis quelques années dans une période où je pense que le monde commence à se rendre compte d'un certain nombre de faits concernant à la fois l'environnement et concernant l'entente entre les êtres humains, qui les deux, et même un troisième facteur qui est l'Internet, qui fragilise la pensée de l'être humain par rapport à son avenir. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants ? Quelle est la terre, quelle est la vie, quelle est la société que nous voulons laisser dans un monde qui est de plus en plus restreint, vu l'interconnectivité, vu la possibilité de communiquer des idées quelquefois bonnes, quelquefois néfastes, qui viennent de loin et qui influencent même nos jeunes ici en Europe et aux États-Unis et ailleurs, et au Maroc. Et face à cela, nous avons également le spectre de l'environnement, le spectre du réchauffement climatique qui
risque de rendre notre climat, notre planète inhabitable. Et quelle est notre réaction par rapport à tout ça? C'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, je pense que ça va un peu dans tous les sens. Nous avons, j'espère, le COP21 et bientôt le COP22 au Maroc qui vont être des faits marqueurs dans cette lutte pour contrôler le changement climatique. Mais en même temps, nous avons également des phénomènes politiques qui sont dus à une peur, une paranoïa, je dirais même, vis-à-vis de l'autrui. Et en même temps, au milieu de tout ça, nous avons tout à fait légitimement des pays du Sud qui commencent à réclamer leurs droits vis-à-vis de tout ça et qui sont des acteurs et des vecteurs vis-à-vis d'une discussion qui commence, on le voit maintenant à la COP21, qui commence à se dire mais finalement, où est notre part dans tout ça? Et au milieu de tout ça, nous avons le Maroc, qui est un pays que je connais depuis plus de 40 ans, avec grande fierté, et qui joue un rôle, je crois, très important dans cette discussion. À la fois parce que c'est un pays qui a su, depuis maintenant pas mal d'années, faire face à la montée de l'intégrisme, à la montée de radicalisation, en prenant certaines étapes, en prenant certaines décisions très sages à l'intérieur du pays qui font qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que le Maroc est un exemple dans la lutte contre la radicalisation. Et c'est un exemple que je pense que les pays du Nord n'utilisent pas assez dans leur discussion. Et également, le Maroc, grâce à une politique qui a commencé il y a belle lurette. Moi, je me souviens dans les années 70, quand j'ai découvert la ceinture verte autour de Rabat, quand j'ai découvert la discussion au sujet de l'environnement, déjà depuis les années 70, les années 80, sous le régime du feu de Sa Majesté Hassan II, et qui a continué évidemment et davantage sous le régime de Sa Majesté Mohamed VI. Nous avons vu un changement énorme au Maroc dans cette période de 40 années qui entre le régime de Hassan II et le régime de Mohamed VI, dont je suis très fier et dont on ne parle pas assez. Aujourd'hui, dans le monde du Nord, nous avons, je dirais, une espèce de contre-radicalisation où on commence, on le voit déjà aujourd'hui avec la montée en France du Front National, je veux dire en France, on voit ça aux États-Unis, on voit la montée des politiciens de droite qui prennent beaucoup d'ampleur, à commencer avec Donald Trump. On voit une espèce de réflexion et une parole d'exclusion, et notamment un genre d'islamophobie qui va en grandissant. Et au centre de tout ça, nous avons besoin de trouver une façon de communiquer. Autrement, nous allons vers un monde qui est de plus en plus déchiré, non seulement sur la question du climat, mais aussi sur la question de l'entente. Et effectivement, le terrorisme joue son rôle, mais la stabilité joue encore plus son rôle. Et le citoyen dans tout ça? Le citoyen est un peu victime, je trouve. Le citoyen, il est ballotté entre ces différentes réflexions, et ce qui lui manque, en tout cas en Occident, à mon avis, c'est des leaders qui peuvent rassurer. Au lieu de parler de la guerre, au lieu de parler disons de toute une population qui peut être mise en cause, et je parle de la population musulmane, on devrait être en train de parler des criminels, on devrait être en train de parler des grandes visions par rapport à l'avenir, et surtout, on devrait être en train de parler des bons exemples de pays qui prennent en main et qui prennent leurs propres responsabilités vis-à-vis de ces choses-là. Et je ne peux que féliciter le Maroc dans tout ça. N'oublions pas que, comme des intervenants ont dit tout à l'heure, le Maroc accueillera en novembre 2016 la COP 22, qui, j'espère, va être
une culmination de ce que nous avons réussi à faire pendant la COP22. N'oublions pas que c'est la première fois qu'un pays africain et un pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord va accueillir ce genre de manifestation. Mais aussi, il ne faut pas oublier que le Maroc n'a pas commencé aujourd'hui. Il peut déjà se prévaloir de réalisations exemplaires en matière d'écologie. Bien sûr. À commencer avec le plus grand parc éolien d'Afrique qui était inauguré l'année dernière à Tarfaya. À Ouarzazate, il y a la mise en service prochaine de la plus grande ferme solaire au monde, où il y a plus de millions de personnes bientôt logées dans les cités vertes. D'ailleurs, je ne peux que féliciter le Maroc et la ville de Benguerir pour la nouvelle ville verte de Mohamed VI, qui est un projet conçu comme un laboratoire national où l'Office chérifien des phosphates veut expérimenter tous les ressorts de l'urbanisme de demain avec un nouveau modèle de planification urbaine qui replace la nature et le savoir au cœur de la cité. De nouvelles conceptions architecturales fondées sur les matières bioclimatiques et de modes de gouvernance et des services urbains fondés sur les énergies renouvelables. C'est là, je pense, où l'individu ou le citoyen peut commencer à comprendre ce que ça veut dire l'impact de ces mesures, parce qu'il va certainement commencer à avoir une vie meilleure. Et je pense que c'est très important. Mais aussi, le Maroc s'est toujours placé depuis très longtemps dans le premier rang des pays qui sont vecteurs de la communication et des réflexions par rapport à l'environnement. N'oublions pas que moi j'étais très impliqué, par exemple, dans le Jour de la Terre 2010, qui était une manifestation globale, où le Rabat était nommé ville première et où tout le pays, sous l'impulsion de Sa Majesté Mohamed VI, tout le pays était impliqué dans un grand mouvement vers l'environnement qui a donné lieu à énormément de réflexions et surtout d'échanges et de concrétisation depuis. Il y a même d'autres manifestations, notamment le festival solaire de Ouarzazate qui a été commencé par Patrick Bauer et Mehdi Alouim Dagri. Il y a plein de choses. Il y a cette volonté au Maroc que d'ailleurs on retrouve pas très souvent dans certains pays occidentaux en faveur de l'environnement. Il y a aussi la volonté au Maroc de défragiliser la population en prenant des mesures très importantes par rapport au terrorisme. Donc, je pense qu'il est temps qu'on commence à penser au Maroc non seulement comme un acteur, mais comme un leader. Et un partenaire. Et certainement un partenaire. Je le dis très fort. Parce que, parlons de partenariat, et tu viens de parler, Michael, de la ville de Rabat et tout le travail qui est en train de se faire sur cette ville qui est la capitale du Royaume du Maroc, il ne faut pas l'oublier. Nous aurons le plaisir de recevoir monsieur le maire de la ville de Rabat lors de Savinour. C'est une décision forte qui a beaucoup d'impact sur la relation entre notre métropole et la ville de Rabat et dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Et monsieur le maire nous a fait l'honneur de participer et soutenir notre opération qui est Savinour, comme tu le suis de près, Michael. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je serai au rendez-vous là. Ah bah écoute, j'en ai aucun doute, mais sache-le que ce qu'on est en train de se faire, ce qu'on est en train de se préparer pour Savinour tout ça rentre dans la logique de ce que tu viens de citer et ce qui a été cité par nos intervenants et bien d'autres, bien entendu. Notre objectif, c'est de permettre de créer ce lien entre les partenaires marocains et maghrébins, bien entendu, parce que c'est un salon dédié au pourtour méditerranéen, mais aussi avec les partenaires français et notamment rhône-alpin, qui sont liés avec le Maroc, avec un certain nombre de conventions et de partenariats. Une dernière question, parce que il me reste 8 minutes et je souhaite te faire plaisir à la fin avec une chanson de ton choix, si j'arrive à la retrouver. Selon l'expérience de Michael Kirtley, en tant qu'homme média, est-ce que le Maroc propose ou bien travaille suffisamment en matière de communication internationale? Mais tu sais, on peut toujours faire mieux. Et je pense qu'il y a deux problématiques dans cette question. La première problématique, c'est où communiquer.
C'est-à-dire que quand tu parles de communication, je suppose que tu parles de la communication internationale. Bien entendu. Et malheureusement, dans les pays occidentaux, on n'est pas nécessairement toujours à l'écoute. Parce que, comme tu le sais, ce n'est pas simplement de la mauvaise volonté. C'est aussi que dans notre cycle d'information continue 24 heures sur 24, on cherche surtout le spectaculaire. On cherche toujours ce qui paraît être vraiment très, très, très urgent par rapport à l'actualité. Et le Maroc, c'est tout à son honneur, n'est pas dans l'actualité aussi souvent que cela. Donc il y a le premier problème. Aussi, il y a aussi, je dirais, malheureusement, un genre de préjugé envers les solutions ou les propositions qui peuvent venir du Maroc. Et donc, ça veut dire qu'il faut travailler 2 fois plus difficilement, 2 fois plus ardument pour faire savoir, pour faire connaître la voix du Maroc à l'extérieur du pays. En dehors de ça, il y a aussi, je crois, quelquefois une incertitude sur où commencer à communiquer. C'est pour cela que j'étais très content quand le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté, a décidé de créer le Jour de la Terre. Parce que là, pour une fois, il y avait une possibilité mondiale de communiquer sur ce qui était le Maroc par rapport à l'environnement. Et je crois dans l'ensemble que c'est ça qu'il faut faire. La COP22 est une très belle occasion pour que le Maroc prenne en conscience son besoin de communiquer comme égal. C'est-à-dire qu'il ne faut plus, à mon avis, qu'on voit le Maroc comme un pays de l'Afrique ou un pays du Moyen-Orient ou un pays de l'Afrique du Nord. Il faut le voir comme un pays tout court. Exact. Qui agit avec nous, en concertation avec les problématiques très importantes pour le monde entier. Et il faut arriver, par cette communication, à traduire ce que le Maroc propose et l'exemple du Maroc. Par exemple, je te donne un petit exemple, ou 2 petits exemples. Récemment, nous avons appris que le gouvernement français a décidé d'envoyer les imams de la France envers le nouveau institut pour la formation des imams au Maroc. Ouais. Bon, mais c'était une très très bonne action, très importante, parce qu'au Maroc, on fait très attention par rapport à la sensibilisation des imams dans la voie de la modération. Mais est-ce qu'on a beaucoup parlé de ça en France? Du tout. Non, on n'a pas beaucoup parlé de ça. Oui. Pour moi, c'est une... Et aussi récemment, avec l'aide du gouvernement marocain, nous avons réussi à dompter le terroriste numéro 1 de l'action des attaques de Paris. Est-ce qu'on a beaucoup parlé de ça en France? Et la raison, c'est quoi? La raison, selon toi, Michael, c'est quoi? Pourquoi il y a cette carence en communication? Et puisqu'on parle de la COP22, tu ne crois pas qu'il est temps de commencer la communication dès maintenant? Je pense qu'il est très important de commencer maintenant. Malheureusement, ce qui se passe souvent dans ce genre d'affaires, c'est qu'on pense trop à l'organisation. Et on oublie la communication. Parfait. Michael, je suis désolé, parce que là, il est 56. Je suis désolé aussi, on a parlé pendant de toute façon, on va réorganiser une deuxième émission, hein, ça c'est clair et net. Hein. De toute façon, tu le sais très bien, t'es le bienvenu à tout moment, hein, c'est ton émission. Et je souhaite te proposer une chanson qui sincèrement, pour moi, ça me fait plaisir. C'est une chanson Marrakechia, avec Dkhan Marrakechia. Je sais bien que tu es quelqu'un qui adore cette ville, Ocre, la ville de Marrakech. Et j'adore toutes les grandes villes du Maroc. Ah on peut pas avoir, comme je l'ai dit, hein, le plus... C'est une ville où j'ai vécu très longtemps. C'est le Marocain. Mais de toute façon, allez, vas-y. L'Américain le plus marocain des Américains. Bienvenue à tout moment, Michael, et je te laisse avec cette belle chanson. À bientôt. Salut.
à très bientôt la semaine prochaine avec une émission très appuyée encore dans le cadre de la promotion de la relation France-Maroc et notamment Rhône-Alpes-Maroc et la promotion du salon Savinour, le salon international de la promotion de la ville entre les deux rives de la Méditerranée. Et on vous dit à très bientôt. Arc-en-ciel.